Bien, merci. Je suis très contente que Pascal vous ait bien présenté le mécanisme de la DOAD. Et je tiens vraiment, bon, c'est vrai que c'est peut-être un acronyme qui est un petit peu difficile, mais c'est sur celui-là qu'il faut que vous accrochiez. L'épigénétique, qui est fabuleusement intéressante aussi, je vais essayer de vous le démontrer, est un mécanisme, alors que la DOAD, c'est ça qui intéresse les cliniciens. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu, je vais essayer de vous expliquer les mécanismes. Alors, génétique et épigénétique. Donc épi, ça veut dire sur en grec, donc c'est sur les gènes, c'est pas dans les gènes. Mais surtout maintenant, la grande question qui se pose, c'est quelles sont les parts respectives de la génétique et de l'épigénétique. Et j'ai choisi comme exemple quelque chose qui justement a été réalisé dans le laboratoire où je suis maintenant, qui a été donc réalisé par Jean-Paul Renard et puis suivi par Pascal Chavat. Ces deux animaux, donc ces deux veaux, ont exactement le même génotype. Ils proviennent de la même cellule, mais en fait, ils ont été portés par des mères porteuses différentes. Et vous voyez qu'il y en a un, Hardy, qui fait 50 kg, et l'autre qui fait 23 kg. Donc cette différence ne peut pas être attribuée au génotype, mais elle est forcément liée à l'environnement maternel, donc à ce qui s'est passé pendant la gestation. Et ça ne peut pas être génétique, donc c'est forcément épigénétique, et puis peut-être aussi autre chose qu'on ignore encore aujourd'hui. Alors, ça, c'était pendant la gestation. Maintenant, un autre exemple. Les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire des jumeaux, là aussi, issus de la même cellule, du même œuf, qui s'est scindé à des stades un petit peu différents. Vous voyez ici tous ces jumeaux qui se ressemblent. Et effectivement, on se dit, comment se fait-il que il n'y a pas une stricte concordance entre tous les jumeaux pour différents types de pathologies. Et là, vous voyez les différentes pathologies, hypertension, diabète, sclérose en plaques, cancer du sein, maladie de Crohn, AVC, et puis aussi le dernier, la polyarthrite. Et vous voyez sur le diagramme ici que le taux de concordance est parfois extrêmement bas. Pour le cancer du sein, pour les formes communes, pour le cancer du sein, il n'est que de 20%. Donc ça veut dire que l'environnement a peut-être agi pendant la gestation, mais il a aussi agi tout au long de la vie d'un individu. Et il ne peut agir, là encore, que par le biais de l'épigénétique, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Donc, environnement épigénétique et génétique. Donc vous voyez que la part de la génétique est malgré tout relativement faible. Et effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a, parmi les études qui ont été faites pour les marqueurs, les variants, il n'y a qu'à peu près 15 à 20%, 10 à 15 même, qui sont expliqués par les variants génétiques. Et c'est ce qui est représenté ici. La contribution génétique est limitée. Donc il faut s'intéresser à autre chose en plus des variants. Alors ce schéma qui provient d'un article de Mark Hanson et Peter Gluckman est très intéressant parce qu'il montre bien que le risque de maladie chronique augmente, ça commence à la conception, il augmente toute la vie pour s'accroître quand on vieillit, et que en fait, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de la période de plasticité du génome. La période très précoce depuis la conception ici correspond à un génome qui est particulièrement plastique parce que les marques épigénétiques doivent changer continuellement pour mettre en place tous les organes du fœtus, et ce, de manière harmonieuse. Et puis, il y a tout au long de la vie des nouveaux défis environnementaux qui nous guettent. Alors, ici, si on arrive à l'âge adulte, eh bien, on sait très bien que l'impact des interventions aujourd'hui sont limités, et c'est la raison pour laquelle on essaye de trouver aussi d'autres pistes. Il est probablement trop tard, et aussi souvent, les effets que l'on obtient sont transitoires. Mais, et ça, bon, Pascal a commencé à vous en parler, mais moi je vais vous montrer un exemple de quelque chose que nous avons fait dans notre laboratoire, une intervention au bon moment, c'est-à-dire quand on est encore dans une période de plasticité du génome assez important, on peut obtenir une réduction substantielle de ce risque, et vous voyez que la trajectoire n'est plus du tout la même. Alors,
Qu'est-ce que c'est que la génétique et l'épigénétique? Bon, ça, ça vient d'un vieux manuel de biochimie, mais c'est toujours vrai. La double hélice de l'ADN, mais la double hélice de l'ADN, elle n'est pas nue dans le noyau, elle entoure un octamère de protéines qui sont des histones pour former une espèce de perle dans un collier qui est représentée par les nucléosomes. Mais comme vous le voyez ici, ce que l'on appelle la chromatine, c'est-à-dire tout cet ensemble, est formé de l'agrégat de tous ces nucléosomes qui se compactent de manière différente pour arriver à former des chromosomes que l'on arrive à distinguer dans le noyau. Alors, la génétique, eh bien, ce qui correspond à la séquence de l'ADN, c'est ce qu'on peut appeler le hardware. Ce qui est irréversible, ce sont les mutations qui sont dans cette séquence et qu'on hérite de nos parents. Et puis, l'épigénétique, eh bien, l'épigénétique, ce sont toutes les modifications, je vais en parler, qui sont des modifications sur l'ADN, sur les histones qui sont ici. Et ces modifications, elles, sont de nature réversible, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a perturbé les mécanismes épigénétiques au cours du développement, par exemple, eh bien, si un organe est mal fichu, eh bien, il est définitivement mal fichu. Donc, elles ne sont pas toujours réversibles, ces modifications épigénétiques. Donc, il faut tenir compte de ça. Alors, à quoi ça sert l'épigénétique? Eh bien, vous allez voir, je vais vous parler aujourd'hui uniquement de la transcription parce que c'est ça qui nous intéresse, mais vous voyez que tous ces mécanismes aussi sont impliqués, la réparation, la réplication, la condensation, l'inactivation de l'X, l'empreinte parentale, et puis aussi quelque chose auquel nous intéressons beaucoup, le dimorphisme sexuel. Même les différences entre les mâles et les femelles reposent sur des différences épigénétiques. Alors, cette réversibilité dont je vous ai parlé, des états modifiés de la chromatine, c'est ce qui est essentiel pour qu'il y ait des interactions avec l'environnement. Sinon, il n'y aurait pas d'interaction avec l'environnement s'il n'y avait pas de réversibilité. Et c'est grâce à ça, donc, que les marques épigénétiques que je vais vous décrire représentent une possibilité d'archivage de ce qui s'est passé dans l'environnement et donc de ce qui a été perturbé. Et la chromatine, en fait, retenez ça, en ouvrant ou en se fermant, va permettre l'expression ou l'extinction des gènes. Alors, des petites images comme ça pour fixer un petit peu les choses. Bon, ça, c'est une chromatine fermée. Vous voyez que les nucléosomes sont bien tassés. Ça, c'est une chromatine qui est ouverte, donc qui permet l'accession à des facteurs de transcription. Donc, on peut représenter ça par une image simple. L'accordéon bien fermé, bien bloqué, et puis, au contraire, l'accordéon joué par un beau virtuose qui va jouer la musique. Et puis, maintenant, sur le plan moléculaire, alors là, on arrive à des choses beaucoup plus compliquées, et ce schéma, qui est un schéma simplifié, je le dis bien, représente donc les marques épigénétiques que l'on a dans un état réprimé, et les marques épigénétiques que l'on peut avoir dans un état, au contraire, actif, déréprimé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de différences. Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'épigénétique est un mécanisme universel qui est commun à l'ensemble du monde du vivant. Les plantes fonctionnent comme ça, les vers de terre fonctionnent comme ça, nous fonctionnons comme ça. Et ça sert à faire tout ça. Alors, là, je vais vous demander, vous allez cligner des yeux, vous regardez ce que je vais vous montrer là dans les détails, mais c'est simplement pour voir que chaque action de l'épigénétique est quelque chose qui lui est propre, et donc il faut des facteurs qui sont très différents. Donc, vous avez en haut, vous regardez juste les petites marques, vous voyez le schéma comme ça c'est l'ADN et puis tout ce qui vient de se mettre dessus. Vous voyez que dans la transcription, dans la mémorisation transcriptionnelle, vous avez encore autre chose. Ici, c'est dans l'empreinte parentale. Vous n'avez pas la même chose dans le placenta et dans l'embryon. Dans l'inactivation de l'X aussi, pour permettre qu'il y ait un X qui soit inactivé ou au contraire l'autre actif, vous avez encore d'autres marques qui viennent se mettre. Et puis ici, l'hétérochromatine péricentrique, c'est aussi quelque chose qui est très important parce que la méthylation joue aussi un rôle dans la stabilité du génome et donc c'est pour ça que dans les cancers, par exemple, il y a des modifications épigénétiques qui peuvent être importantes. Donc voilà, vous voyez, c'est très, très différent. Alors maintenant, je vous ai montré ça. Donc comment est-ce que l'environnement agit? Par quel type de mécanisme l'environnement intervient?
Donc l'environnement, c'est tout ça, mais c'est aussi, on en parlait hier avec Dominique, la musique, pourquoi pas, le plaisir, tout ce qu'on peut trouver, qui va interagir et donc permettre, vous avez ici une cellule, vous avez ici donc le patrimoine génétique avec l'ADN et les marques épigénétiques possibles, et puis vous avez différents types de mécanismes depuis l'extérieur de la cellule jusqu'au noyau. Alors, depuis l'extérieur de la cellule, le premier de ces mécanismes, c'est un facteur environnemental qui va pouvoir interagir avec la machinerie épigénétique, donc tout ce qui permet de mettre toutes ces marques sur l'ADN, ou sur les histones. Et vous avez par exemple les folates. Les folates sont des donneurs de méthyle, et les donneurs de méthyle sont des substrats pour la DNA méthyltransférase. Donc quand vous avez moins de folates, eh bien vous avez moins de méthylation globale au niveau du génome. Les autres mécanismes sont des mécanismes qui, eux, ne vont pas aboutir à une hypométhylation ou une hyperméthylation globale, mais qui vont aboutir à des mécanismes qui vont être plutôt gènes spécifiques au niveau d'un jeu de gènes, un jeu de gènes qui leur est spécifique. Bon, par exemple, les récepteurs aux stéroïdes, les PIPAR qui sont beaucoup impliqués dans l'alimentation. Vous avez donc des facteurs environnementaux qui se lient, qui les activent et qui activent un jeu de gènes ou qui inhibent certains d'entre eux. Même chose avec les voies de signalisation. Pareil, vous avez un ligand qui se fixe et qui entraîne l'activation d'une voie de signalisation qui va aboutir à certains gènes, pas à tous les gènes. Alors là, je vais vous montrer 3 exemples de facteurs environnementaux, lesquels, eh bien, on va voir, ils sont variés, les facteurs environnementaux. On ne peut pas poser la question, quels facteurs environnementaux? C'est tout notre environnement qui interagit avec l'épigénétique. Donc le premier d'entre eux, ça c'est quelque chose qui est en général, qui se fixe assez bien, ce sont des pousses de brocoli. Si vous donnez des pousses de brocoli à consommer à des adultes jeunes en bonne santé et que vous regardez dans leurs leucocytes, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expression d'une histone désacétylase? Eh bien, vous voyez que cette histone désacétylase perd de l'activité. Donc, ça veut dire qu'on va activer des gènes, et en particulier des gènes qui sont des gènes protecteurs contre le cancer. Et on voit que quand on donne des brocolis à des femelles en cours de gestation, eh bien on protège les petits des cancers plus tard au cours de leur vie adulte. Et puis surtout, ça, c'est un facteur aussi très important qui est, aujourd'hui on ne s'en occupe pas beaucoup, mais ce sont les rythmes circadiens. En fonction de la journée et donc des prises de nourriture, les facteurs épigénétiques s'expriment différemment et donc les gènes sont régulés différemment pour métaboliser les aliments, mais aussi pour enclencher un certain nombre de processus. Alors deuxièmement, l'activité physique. Alors là, c'est du vélo. On a fait faire du vélo pendant 60 minutes à des individus et puis on a regardé ce qui se passait. Là encore, au niveau, vous voyez les nucléosomes, de la chromatine. Alors, qu'est-ce que fait donc le fait de faire de l'exercice? Ça active des kinases. Ces kinases vont venir phosphoryler des histones désacétylases, encore les mêmes, et ces histones désacétylases vont sortir du noyau, et du coup, elles ne sont plus là pour empêcher l'acétylation des gènes. Donc, ça va permettre, là encore, l'activation de certains gènes. Ce qui est intéressant, c'est que l'aliment, vous voyez qu'il y a cet effet sur 24 heures. L'activité physique, on sait qu'il y a des effets qui se prolongent. Et puis là, ce que je vais vous montrer, c'est un effet psychosocial, c'est-à-dire le comportement d'une mère rate juste après la naissance avec ses petits, qui va, par toute une voie de signalisation qui est connue, entraîner soit une méthylation du promoteur d'un gène, c'est-à-dire l'éteindre, ou au contraire, déméthyler ce promoteur et au contraire, donc lui permettre de s'exprimer. Et ça, le gène du récepteur aux glucocorticoïdes, c'est un gène qui est très important dans la réactivité au stress. Et donc les petits
vont avoir une différence de réactivité au stress. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on utilise dans ce cas-là une injection d'un inhibiteur d'histone des acétylases, la trichostatine A, on fait réverser complètement le phénotype. Et quand on utilise aussi des donneurs de méthyle, on fait aussi réverser le phénotype. Alors on n'en est pas là de faire des injections dans le cerveau des hommes, mais c'est des pistes. Voilà. Alors, je passe à ce personnage, Monsieur Lamarck, qui a émis en 1816 cette loi qui a été beaucoup décriée par la suite. Et vous voyez ce qui a été écrit ponctuellement, tout ce qui a été acquis, tracé ou changé dans l'organisation des individus pendant le cours de leur vie est conservé par la génération et transmis aux nouveaux individus qui proviennent de ceux qui ont éprouvé ces changements. Bon, le problème, c'est ça. Parce qu'on n'en est pas là. Maintenant qu'on connaît les mécanismes, rassurez-vous, c'est pas tout, mais il y a quand même des choses, qui passent, et je vais vous montrer par quel type de mécanisme, parce qu'il n'y a pas qu'un seul mécanisme. Alors, des effets transgénérationnels, oui, il y en a. C'est démontré chez l'animal. Chez l'homme, il n'y a pas vraiment des preuves absolues, parce que le temps de génération est quand même beaucoup plus long. Mais lesquels? Alors, les gamètes. Eh bien, oui, il y a une transmission par les gamètes. Et là, on ne sait pas encore très très bien par où ça passe, en particulier par les spermatozoïdes. Il est possible que ça passe plutôt par les histones et ou l'acétylation, mais enfin, on ne sait pas encore très bien, l'ovocyte. Et puis, mais c'est surtout ça qu'aujourd'hui on appelle des effets transgénérationnels, c'est l'effet de ce que mange la mère, de son état physiopathologique qui va influencer le développement du bébé qu'elle porte en elle. Et ça, ce n'est pas des effets transgénérationnels au sens lamarckien du terme, parce que si on imagine le cou de la girafe, une fois que la girafe elle avait son cou qui avait augmenté en hauteur, on voyait bien que les girafes, ça continuait à avoir un grand cou. Mais les marques épigénétiques, et même dans les gamètes, elles peuvent s'effacer, et dans les plantes, il y a de très beaux exemples. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est pas automatique. Souvenez-vous de ça, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors les effets, donc, il faut différencier les effets multigénérationnels. Donc aujourd'hui, avec l'épidémie d'obésité, les femmes qui sont en surpoids ou obèses, elles impriment quelque chose au développement de leur enfant. Leur enfant, plus tard, on l'a vu dans les exemples, ils vont aussi avoir une tendance à l'obésité. Donc quand ces femmes seront à nouveau enceintes, eh bien, on va avoir à nouveau ce même type de problème. Alors, la différence, c'est que il y a donc ici le placenta. Donc quand une mère est soumise à un stress ou à un régime, il peut y avoir des effets sur le développement somatique du fœtus, mais il peut y avoir aussi des effets sur ses cellules germinales. Et donc après, ça peut éventuellement passer aux générations suivantes. Mais si ce n'est que sur les tissus somatiques et qu'ensuite on s'occupe de bien nourrir le bébé, l'enfant, etc., eh bien ça ne se transmettra plus. Mais aussi, comme Pascal l'a déjà énoncé, il y a un dimorphisme sexuel très important, selon que c'est le père ou la mère qui transmettent, selon qu'il s'agit d'une petite fille ou d'un petit garçon, et puis aussi selon les générations. Les effets ne vont pas forcément être les mêmes d'une génération à l'autre. Alors, comment ces marques acquises par la génération précédente peuvent se transmettre à la suivante? Ça fait combien? Bon. Alors, comment ces marques peuvent se transmettre? Donc, une chose très intéressante, si vous regardez ici, donc ça, c'est le niveau de méthylation dans les cellules germinales primordiales, et puis donc tout au long, après, ici, vous êtes à la fécondation, et puis ici, vous avez le blastocyste. Or, il y a des phases. Alors, je ne sais pas si on dit, je sais plus si on dit effaçage ou effacement. Pour moi, c'est effaçage. On efface les marques, et puis ensuite, des nouvelles marques se remettent en place. Et donc, ces phases sont des phases particulièrement sensibles à l'environnement, mais l'effaçage n'est pas absolument complet et certaines marques peuvent rester. Et donc, on peut avoir des marques de la méthylation ou des marques d'histone. Alors, comment peut-on envisager de corriger une malprogrammation épigénétique? Donc ça, c'est un travail que nous faisons au laboratoire. Des souris sont nourries ici avec un régime bien équilibré, et puis
les petits, ici, au moment du sevrage, on les met sous un régime hypergras. Là aussi, c'est un régime à 60% de graisse, et on regarde ce qui se passe. Eh bien, il y a quand même à peu près 20% des souris qui ne grossissent pas avec ce régime. Malgré ce régime hypergras, elles ne grossissent pas. Alors, ce qu'on a fait, on a pris les souris ici qui sont devenues obèses et on les a croisées avec des mâles normaux, mais pendant leur gestation, on les a mises sous régime équilibré. Donc elles sont obèses, diabétiques, mais sous régime normal. Et qu'est-ce qui se passe à la génération suivante? Eh bien là, on a un changement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on multiplie par 2,5 fois, ce qui est quand même pas négligeable, la proportion de souris qui résistent. Mais ce sont uniquement les femelles. Les mâles ne réagissent pas. Donc probablement qu'il faudrait trouver un autre régime pour les mâles. D'où cette notion qu'il faudrait aussi trouver la bonne adaptation. Et là, au cours de ces générations, on a des marques épigénétiques qui sont spécifiques de la génération, spécifiques des mâles et des femelles, et différentes selon qu'il s'agit donc des résistantes première ou deuxième génération. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais tout simplement pour vous dire que les mâles et les femelles utilisent des stratégies différentes, soit pour aboutir à un même résultat, mais les stratégies ont été différentes. Donc, si on essaye de stimuler les stratégies qui ont été utilisées, on va là aussi obtenir des résultats différents. Et puis, l'autre possibilité, elles utilisent des stratégies différentes pour aboutir à un résultat différent. Alors, l'épigénétique, donc, c'est le lien moléculaire entre les impacts environnementaux et la DOAD. Mais le problème, c'est que quand on regarde des marques épigénétiques, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Pourquoi? Eh bien, parce que si ces marques deviennent les archives, la mémoire des impacts de l'environnement, en fait, c'est une construction sans fin. Et si, je ne sais pas, on m'offre 1 ou 2 minutes, je vous expliquerai comment. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un remodelage incessant de ces marques tout au long de la vie, puisque l'environnement continue d'agir. On l'a vu avec les jumeaux monozygotes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde l'épigénétique? Vous avez vu déjà la complexité au départ. Vous imaginez la complexité de ce qui s'est passé tout au long de la vie. En fait, on chasse un petit peu des ombres, et surtout, on chasse des ombres mâles et femelles. Alors, donc, on en est aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus compliqué, qui nécessite de mettre en place des techniques à grande échelle. C'est l'ère de l'épigénomique, comme on a eu l'ère du génome humain. Eh bien, l'ère de l'épigénomique, ça va consister à déterminer, comme c'est représenté ici, différentes marques épigénétiques sur tout le génome. Ici, c'était dans le cas du diabète. Et ensuite, de déterminer où ces marques épigénétiques sont positionnées, sur quels gènes elles sont positionnées, et de déterminer des réseaux de gènes impliqués. On n'est plus aujourd'hui dans le gène, on est dans des réseaux de gènes qui en plus interagissent entre eux. Alors on va donc avoir là de nouveaux marqueurs, de nouveaux outils qui vont nous permettre d'avancer. C'est pas tout de suite, mais il va nous falloir avancer dans cette voie. Alors l'épigénétique, donc une affaire aussi de temps ou d'espace, donc là j'ai plus le temps, hein, mais vous regardez très rapidement ici, donc dans les retards de croissance intra-utérin, qu'est-ce qui se passe sur les cellules fœtales à 2 semaines chez l'adulte? Vous voyez qu'il y a une aggravation de la situation avec des nouvelles marques qui viennent se mettre en place. Si on regarde là encore, qu'est-ce qui se passe non plus au niveau du gène lui-même, mais un petit peu plus loin, eh bien en fait il y a des interactions, il y a des boucles qui se forment, et ce n'est pas qu'une seule boucle, mais toute une forêt de boucles qui se forment. Alors je voulais quand même, bon, j'ai fini là, dire par qui en fait tout ce travail et puis l'organisation avait été supportée. N'oublions pas Jean-Baptiste Lamarck. Et puis, bon, donc, tout ça a commencé grâce à l'IFN à l'époque, à son conseil d'administration, Jean-Paul Laplace, Florence Striegler, Gérard Cortier, Monique Ferry, qui nous a aussi beaucoup soutenus. Et puis, donc, on a formé une commission pour mettre en place ce colloque donc, au sein du comité scientifique, auquel sont venus se joindre extérieurs Rachel, Pascal et puis Anne Gabory. Et puis ensuite, donc, le Fonds français a pris la suite. Je tiens particulièrement à remercier
Xavier Leverve, qui a été donc un acteur magnifique dans cette aventure, et puis donc Martine Laville, Daniel Néron, Constance Bolin, et puis nos journalistes préférés qui nous ont aidés à mettre ça en place, à rédiger le dossier de presse et tout ce que vous avez ici. Je vous remercie.